Vivatech s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Jusqu'à samedi, plusieurs milliers de visiteurs professionnels vont parcourir les allées du plus grand salon européen de la tech. Les entrepreneurs de plusieurs pays africains exposent leurs innovations. Une délégation ivoirienne de haut niveau est présente dans la capitale française. Pour l'occasion, elle est entre autres emmenée par Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, également porte-parole du gouvernement ivoirien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Qui sont les acteurs du digital ivoirien présents lors de cet événement? Il y a déjà des acteurs institutionnels, comme le ministère de la promotion de la jeunesse et tout un ensemble de dispositifs qui accompagnent donc les startups, comme le guichet unique des entreprises, le programme économique pour l'innovation et les technologies, le programme de Pépite. Et il y a également des startups, 12 startups qui nous accompagnent, ou plutôt que nous accompagnons donc à ce salon, et 2 incubateurs. Voilà. Alors, donc pour les acteurs. De quelle façon le gouvernement ivoirien compte-t-il agir pour que ces startups puissent rivaliser avec les autres? Alors, nous sommes en train de mettre en place tout l'accompagnement institutionnel dans des startups. Cela commence par la prise d'une loi, la loi pour la promotion des startups. C'est ce que vous avez annoncé en janvier dernier. Tout à fait, et donc il est en train de suivre son parcours parlementaire, puisqu'il est déjà passé en commission à l'Assemblée nationale. Il y a également donc un programme d'accompagnement et de développement des startups qui a été mis en œuvre, qui comprend un accompagnement technique, mais également un accompagnement financier. Alors, pour quelles raisons a-t-il fallu attendre janvier 2023 pour qu'une loi voie le jour ou soit lancée en Côte d'Ivoire pour soutenir les startups? Vous imaginez que quand la loi sort en janvier, il y a eu tout un processus. Le pays n'a-t-il pas pris trop de retard dans ce domaine? Trop de retard. Le plus important est que nous ayons cette loi. Je ne pense pas que nous ayons pris trop de retard. Trop de retard par rapport à qui? Par rapport aux autres licornes africaines, les sud-africaines par exemple. Oui, c'est vrai, mais là, ce que je veux dire, c'est que déjà quand vous regardez au niveau mondial, quand on regarde les fonds qui sont levés au niveau mondial, environ 416 milliards d'euros, l'Afrique n'a que 1%. Donc rien qu'à ce niveau, on peut estimer que nous sommes tous en retard. C'est vrai que les pays anglophones se taillent la part du lion avec 85% donc, de ces modiques 1%, et l'Afrique francophone n'ayant que 14%. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tout le dispositif avec cette loi, avec ce programme donc d'accompagnement et de développement donc des startups, mais également avec des financements qui sont apportés, notamment le Startup Boost Capital qui a été apporté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse afin de permettre l'amorçage de nos startups. Alors, le tarif élevé des données mobiles en Côte d'Ivoire a récemment provoqué une levée de boucliers chez les consommateurs. Comment la Côte d'Ivoire compte-t-elle développer son secteur numérique avec des tarifs aussi élevés pour la data? À la vérité, les tarifs en Côte d'Ivoire ne sont pas les plus élevés. Certainement pas, mais pour les téléspectateurs et pour les consommateurs, ce fut beaucoup trop élevé. Raison pour laquelle ils se sont mobilisés. Non, il y a une explication qui est technique. Pendant longtemps, c'est la voix qui faisait marcher le secteur de la téléphonie. Les utilisateurs de data n'étaient pas nombreux. De sorte que les opérateurs subventionnaient d'une certaine façon la data et ils la vendaient en dessous du prix du marché. Sauf qu'avec les évolutions technologiques, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a un inversement qui fait que les utilisateurs du GSM diminuent et ce sont les utilisateurs de data qui augmentent plus. Le gouvernement ivoirien, donc, du coup, le gouvernement ivoirien garantit-il des prix abordables pour que le secteur numérique puisse se développer en Côte d'Ivoire? À la vérité, il y a eu une baisse. Sauf que cette baisse pour le consommateur, une fois que les opérateurs ont voulu l'appliquer, correspondait à une augmentation, puisque la data était vendue en dessous du prix du marché. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas les plus chers, il faut le savoir, et tout est mis en œuvre pour que justement le consommateur ivoirien puisse utiliser donc la data, et tout est mis en œuvre pour que dans un souci d'inclusion sociale numérique, l'Internet arrive partout en Côte d'Ivoire. 2023, année de la jeunesse, c'est ce qu'a décrété Alassane Ouattara, le président ivoirien. Dans le programme Jeunesse 2023-2025, quelle place occupe le numérique? Justement,
C'est pour cela que nous sommes à Vivatech, parce qu'il appartient à chaque membre du gouvernement de transformer cette volonté du chef de l'État en action dans son gouvernement. En ce qui nous concerne, pour ce qui est du numérique, quand vous avez une population jeune, à 75%, qui a moins de 35 ans, vous comprenez que le numérique touche la plus grande partie, je dirais les 2/3 de la population. Donc le numérique a sa place. Ce d'autant plus que ce numérique contribue pour le moment à environ 3% au produit intérieur brut. Mais le dernier rapport de la Banque mondiale nous dit que le secteur du numérique peut mieux faire. Et notre ambition est de doubler cette contribution du numérique. L'enveloppe qui s'élève à 361 milliards de francs CFA dans ce plan, est-il suffisant pour développer le numérique en Côte d'Ivoire? Cette enveloppe concerne essentiellement l'ensemble des projets jeunes. Donc le numérique est compris. Mais à côté, il y a d'autres initiatives qui sont prises, comme dans le cadre du développement des infrastructures numériques, qui ne sont pas comprises dans cette enveloppe. Il s'agit d'achever donc le réseau national de haut débit que nous sommes en train de déployer. Il y a la question de la création d'un centre de données national qui n'est pas pris en compte dans cette enveloppe-là. Donc vous avez tout un investissement connexe qui ne touche pas directement la jeunesse, mais dont la jeunesse est bénéficiaire. Donc cette enveloppe ne concerne pas spécifiquement donc, le numérique. Tout autre sujet après, vous êtes également porte-parole du gouvernement ivoirien. Le nom de Laurent Gbagbo ne figure pas sur les listes électorales. À quelques mois des municipales et des régionales, il a déposé un recours. Comprenez-vous les critiques de certains opposants qui estiment que la CEI, la commission électorale, tente d'écarter Laurent Gbagbo du jeu politique? Alors déjà, je veux me réjouir de ce que M. Laurent Gbagbo soit rentré. Me réjouir également de ce qu'il a repris les activités politiques. Ceci étant, la commission électorale indépendante, comme son nom l'indique, est une institution indépendante qui prend ses décisions en toute autonomie. Je voudrais juste dire que M. Laurent Gbagbo n'est certainement pas le premier chef d'État qui a des démêlés administratifs ou judiciaires. Ailleurs, ce n'est pas perçu comme un empêchement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait que la CEI veuille l'empêcher. Alors justement, l'indépendance de la CEI est remise en cause par certains opposants. La CEI qui a confirmé qu'elle faisait partie de la liste, que Laurent Gbagbo faisait partie de la liste des déchus, notamment une liste qui lui avait été communiquée par le ministère de la Justice. Qui est-ce qui a pris cette décision de retirer Laurent Gbagbo de la liste électorale? Est-ce le gouvernement ou la justice? À partir du moment où nous estimons que la justice est indépendante, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que ce serait le gouvernement qui le ferait. M. Laurent Gbagbo est condamné. Condamnation qu'il rejette. Il a le droit de la rejeter. Le fait est qu'il est condamné par la justice. À partir de ce moment, quand on perd ses droits civiques, c'est mécanique. La justice, il n'y a pas que M. Laurent Gbagbo, il y a plus de 500 citoyens ivoiriens qui ont perdu leurs droits civiques et qui, dès lors, ne peuvent pas se retrouver de façon mécanique sur la liste électorale, dès lors que cette liste est transmise à la commission électorale indépendante. La réconciliation si chère au gouvernement ivoirien pourra-t-elle être complète si Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civiques et politiques en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo mène une activité politique. Nous allons avoir bientôt des élections législatives et régionales couplées. Le parti de M. Laurent Gbagbo est candidat à ces élections. Ils ont présenté des candidats dans une bonne partie donc, de la Côte d'Ivoire. Ce sont des élections qui seront les plus ouvertes et qui verront la participation de tous les partis politiques depuis la crise post-électorale. À partir de ce moment, nous estimons que la Côte d'Ivoire est sur une bonne lancée. La Côte d'Ivoire est en train de confirmer donc son ancrage dans la démocratie. Dès lors que le parti de M. Laurent Gbagbo participe à ces élections, nous estimons que nous sommes sur une bonne lancée. Amadou Koulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.